J'ai utilisé une seule stratégie pour gagner à maintes reprises durant 13 ans en affaires et aussi en dehors. Et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles on a fait un lancement à 105 millions de dollars pour mon dernier livre en 72 heures. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le meilleur coup à faire pour gagner plus en affaires ou simplement gagner plus dans la vie. Alors si vous ne savez pas quoi faire dans votre entreprise, peu importe le secteur, la taille ou l'objectif visé, ceci va vous aider. Je parle souvent de plus, mieux, nouveau, mais je veux me plonger dans celui qui me tient à cœur, celui qui a fait l'homme que je suis le plus. Je veux en parler car la question fondamentale que tout chef d'entreprise ou toute personne cherchant à s'améliorer doit se poser est « Pourquoi ne puis-je pas en faire plus ?» Pour beaucoup, en faire plus est la solution et c'est souvent une question de quantité. Le piège avec le plus, c'est qu'on en arrive à se dire « impossible d'en faire davantage ». Et c'est là que les grands déblocages de volume se produisent réellement. Napoléon a eu cette citation autrefois, peut-être à tort. « La quantité possède une qualité en soi ». C'est-à-dire que si vous produisez un tel volume, tant de travail, et militairement, si vous avez tant d'hommes, à un moment, la quantité de travail, de gens, de volume investi dans un projet finit par créer sa propre qualité. Donc globalement, je voulais vous donner quelques petites anecdotes pour illustrer tout ça. Vous connaissez Sharan, notre président chez ACQ. Voici 2 histoires sur lui. Je vais vous dire le moment où on est passé d'amis à « mec, je veux vraiment qu'il soit président d'acquisition.com ». Il me racontait comment il faisait croître Real. Et Real était une entreprise à 200 millions de dollars par an. Et il l'a fait passer de 200 millions à 1 milliard 200 millions en moins de 3 ans, soit 30 mois. Je pose ça là pour que vous réalisiez à quel point c'est totalement dément. 200 millions à 1 milliard 200 millions en moins de 3 ans. Comment a-t-il fait? On dînait et il m'a dit « J'ai fait 260 événements ces 365 derniers jours. » Et j'ai dit « Comment ça ?» Et il a dit « J'ai pris l'avion et j'ai fait chaque événement immobilier. Je suis monté sur absolument toutes les scènes. Et c'est comme ça que j'ai généré plus de demandes pour notre plateforme d'agents immobiliers. » Quand il m'a dit ça au dîner, je me suis dit « Ce gars-là, il a tout compris. On est amis depuis des années. » Mais le voir si impliqué tactiquement dans l'entreprise et se dire « C'est ça qui a propulsé une boîte de 200 millions à 1,2 milliard. » Juste le volume pur. Beaucoup se diraient « Oui, je fais des conférences mensuellement, je suis tout le temps sur scène. » Mais non, vous n'êtes pas tout le temps sur scène. Vous n'avez aucune idée de ce que signifie réellement être tout le temps sur scène. La plupart des patrons sous-estiment massivement le volume requis, d'une part, et ce dont ils sont capables, d'autre part. Votre capacité est toujours plus élevée que ce qui est requis. Mais vous l'ignorez peut-être encore, c'est devenu mon principe de fonctionnement par défaut. Je vais vous lire un extrait de mon manuel de vente interne pour mon équipe. C'est l'esprit d'acquisition.com. Genre, on se demande comment faire plus? Beaucoup disent vouloir être dans le top 1% ou 0,1% ou même 0,01%, mais le dire n'a aucune influence sur la réalisation. Le succès vient des actes, pas des aspirations. Soyons réalistes. Pour être dans le top 1%, entrez dans une salle de 100 personnes et sortez premier. Pour le top 0,1%, entrez dans une salle de 1000 personnes, comme un lycée, et sortez premier. Pour le top 0,01%, entrez dans une arène de 10 000 personnes et sortez premier. Imaginez tout un stade. Et dans un combat à mort dans ce stade, vous devez finir vainqueur. Vous battez tout le monde. Pas presque tout le monde. Tout le monde. Alors si votre but est le top 0,01%, croyez-vous pouvoir vivre une vie normale? Pensez-vous pouvoir garder les mêmes amis? Pensez-vous pouvoir garder les mêmes loisirs? Croyez-vous pouvoir veiller tard et faire la grasse matinée? Pensez-vous ne pas devoir sacrifier ce qui compte pour les gens normaux? Croyez-vous qu'ils vous soutiendront quand vous les dépasserez? Pensez-vous que quelqu'un trouvera ça sain, équilibré ou logique? Non, et ils ont raison, mais ça n'a pas d'importance. Quand on vise le top 0,01%, rien n'est plus vain que de se justifier auprès de gens hostiles. C'est normal que les gens ne comprennent pas pourquoi vous faites tout ça. Je dis ça car on ne peut pas devenir exceptionnel en vivant une vie normale. Pour devenir exceptionnel, vous devez mener une vie exceptionnelle. Et une vie exceptionnelle ne veut pas toujours dire meilleure. C'est juste si différent que la plupart des gens la rejetteront. Et quand ça arrive, vous devez les rejeter aussi. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. C'est ça, ce que signifie vraiment être exceptionnel. Vous devez devenir l'exception. On me demande souvent le secret du succès, et ça se résume à ceci. Premièrement, s'améliorer. Deuxièmement, ne jamais s'arrêter. Si vous faites seulement ces 2 choses, vous gagnerez sur le long terme. Le souci, c'est que les gens se disent qu'ils ne veulent plus d'une chose quand ils voient la difficulté réelle.
Je veux donc fixer cette attente avant que vous n'alliez bosser vos scripts et régler vos alarmes. Le travail commence quand la motivation s'arrête. Gagner, c'est tout. C'est tiré de notre manuel interne chez ACQ pour nos commerciaux. Et je voulais vous lire ça pour cadrer mon propos d'aujourd'hui. Ça semble très simple de dire « faites-en juste plus ». Mais c'est devenu presque un art et une véritable passion pour moi, aussi bizarre que cela puisse paraître. Mais en faire plus est l'action au meilleur rendement ajusté au risque possible dans le business. Si en faire plus a le meilleur rendement pour une boîte ou pour vous, c'est qu'il est si dur de... Pour réussir, vous avez tout tenté. Un nouveau canal marketing, un script de vente ou une offre. On essaye plein de trucs et puis enfin, quelque chose fonctionne. La probabilité que changer ce truc mène à un autre succès est statistiquement très faible. Pensez à tout ce que vous avez dû tester avant que ça ne marche enfin. L'idée est donc, ok, j'ai des ressources limitées. Je peux prendre le risque de les miser au hasard. Ou alors j'ai cette stratégie qui fonctionne vraiment bien et je dois l'exploiter pleinement. C'est pourquoi c'est le meilleur rendement ajusté au risque. Maintenant, une autre idée reçue, je pense, c'est qu'il y a énormément de gens qui parlent d'optimisation, obtenir le maximum avec le minimum d'efforts. Et je ne pense pas qu'il y ait de mal à cela. La différence, c'est qu'il y a les optimisateurs et les maximisateurs. Les maximisateurs se posent la question comment obtenir le plus possible. Les optimisateurs demandent comment tirer le maximum du minimum. Quand on regarde les résultats, ce sont les maximisateurs qui gagnent. Quelle est la différence entre la première place, l'or au JO, et la deuxième? L'argent, n'est-ce pas? Un dixième de seconde dans une course. Mais quelle est la différence concrète, la différence réelle ou pragmatique entre être le meilleur au monde et le deuxième? Tout. Quand on parle à un athlète olympique, on parle à quelqu'un qui veut être au sommet. Le 1%, 0,01%, les rendements décroissants restent des rendements. Il faut en faire plus parce qu'on cherche à gagner. Pas faire le malin en disant qu'on a eu un bon rendement. Et je dis ça en tant qu'ancien optimisateur converti. Plus jeune, j'étais fier de réussir mes études en travaillant le moins possible. Je me disais, bande de geeks. Je me disais, vous avez besoin d'étudier. Moi, je peux arriver et avoir 91 sans réviser. Et je vais vous raconter l'histoire qui a vraiment changé ma vie. Il y avait ce gars, Kemp Knott. Il était, et j'espère que Kemp verra ça, je menais la vie dure à Kemp. C'était quand j'étais au lycée. Et c'était un gamin qui ne comprenait pas les choses aussi vite. Et vous savez quoi? Kemp a bien réussi, il s'en sort très bien. Mais il y a eu ce truc. Pendant tout le lycée, je l'ai un peu malmené. Et quand on a postulé pour les universités, je voulais aller à Duke. Duke est un top 5 aux USA. Refusé, j'ai intégré Vanderbilt, une excellente école. Mais je voulais vraiment Duke. Et devinez qui a été admis à Duke? Kemp Knott. Fait intéressant, tout ce temps, Kemp allait en études. Il disait « Monsieur, vous oubliez de nous donner des devoirs ». C'était ce genre de type, vous voyez? Pour être tout à fait honnête, je ne l'aimais pas, mais c'était surtout parce qu'il me rappelait mes propres lacunes, le fait que je refusais de travailler autant que lui. Et je me moquais constamment de lui pour tout ce travail acharné. Je lui disais « Tu dois bosser dur juste pour essayer de m'arriver à la cheville ». Mais au final, il a été admis dans la meilleure université. Ça a été une grande leçon d'humilité. Les universités se fichaient que je travaille moins que lui. Elles voulaient juste les meilleurs dossiers et les meilleures notes. Et ça a été une expérience qui m'a vraiment ouvert les yeux. Alors quand je suis entré à la fac, j'ai changé d'état d'esprit. Je ne vais pas perdre. Je veux être ici et maximiser. Je veux étudier chaque heure hors des cours, du sport ou de la cafétéria. Je suis à la bibliothèque. Demandez à mes anciens camarades. C'est là que j'étais. J'y passais 12 heures par jour car je me disais, si j'étudie plus que les autres, j'aurai de bonnes notes. Et ça a plutôt bien fonctionné. C'est juste pour expliquer pourquoi j'ai un tel penchant pour le toujours plus. Maintenant, je vais vous donner une deuxième raison un peu plus complexe. J'ai dit qu'en faire plus était le meilleur rendement ajusté au risque et que les rendements décroissants restent des rendements des résultats. Le point suivant, c'est que le changement a un coût fixe et une récompense variable. D'accord, laissez-moi vous expliquer ce que ça signifie. Imaginez que cette ligne, juste ici, oh bien fraîche comme je les aime, mes feutres, calmez-vous les gars, d'accord? J'ai donc cette ligne, elle représente votre chiffre d'affaires ou votre niveau actuel d'activité ou de rendement. Bon, ce qui se passe, c'est que la plupart des entrepreneurs se disent « je vais changer un truc ». On croit qu'en changeant un truc, ça ira mieux. On ajuste un script ou un processus, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? S'il y a de l'humain, la performance chute. Reformons l'équipe, ils doivent s'exercer et cette variable en a affecté 2 autres à notre insu. Et c'est une analyse basée uniquement sur mes observations. On constate généralement une baisse de performance d'environ 20%.
Ensuite, soit ça ne marche pas et on stagne, soit c'est pire et ça descend encore, soit ça s'améliore et ça finit par remonter, d'accord? Et là, vous obtenez peut-être un rendement supérieur de 5%. C'est maintenant votre nouveau point de référence. Mais voilà le problème. Si vous avez une baisse garantie de 20% pour un gain potentiel de 5%, est-ce que vous pariez? Non. Pourtant, je vois des entrepreneurs chaque jour, moi y compris pendant des années, faire ce pari encore et encore. Je me disais, je dois progresser et faire mieux. Mais c'était un leurre. Ce n'est pas vrai. Votre entreprise ne sera jamais parfaite. Et vous devez accepter cet état de fait. Elle ne sera pas parfaite. Le pire, c'est que vous ignorez si ça va s'améliorer. Pas sûr que ce soit assez bien. Alors vous voulez tout changer, vous voulez bidouiller. Mais toute la magie réside dans les intérêts composés que l'on obtient en répétant la même chose. On gagne en compréhension et en maîtrise avec la répétition. Si le besoin crée l'invention, la répétition forge la compétence. Mais regardez les entrepreneurs. Ils voient une hausse ici, et que font-ils après? Ils se disent « Tiens, j'ai une autre idée ». Et paf, ils se reprennent une baisse de 20%. Ils vivent donc constamment bien en dessous de leur capacité, de leur chiffre d'affaires ou autre, sous leur potentiel réel, car ils changent tout le temps. Et je vais être franc avec vous un instant. Si vous dirigez une petite entreprise de 10 ou 20 employés, ou même moins, alors écoutez-moi bien. Les ressources dont vous disposez pour mettre en œuvre un changement sont très limitées. D'habitude, je choisis environ un seul grand projet par an. Un seul. Et quand on réalise à quel point nos ressources sont limitées pour réussir un changement ou une expérience, cela nous force à prioriser. Ça vous oblige à vous demander, si je ne pouvais faire qu'une chose cette année, quel serait le pari que je choisirais de faire? Eh bien, ce ne serait certainement pas un truc à 5%, pas vrai? Peut-être qu'en écrivant des cartes à la main, on aura 5% de recommandations en plus? Peut-être, d'accord? Mais avec ces mêmes ressources, que pourriez-vous faire d'autre? Donc, quand on regarde l'ensemble du spectre, voici comment je veux définir la stratégie pour vous. La plupart des gens pensent à la stratégie d'entreprise. J'ai appris ça de Sharon, j'adore, je l'utilise tout le temps, c'est top. Beaucoup voient la stratégie d'entreprise comme préparer le dîner. Dans la cuisine, ils regardent dans leur frigo et se demandent « Qu'est-ce qu'on va mijoter ?» Voilà leur vision de la stratégie. Mais la question n'est pas « Que cuisiner avec ce qu'il y a dans le frigo ?» Demandons-nous plutôt « Qu'est-ce que j'ai envie de manger ?» Puis, trouvons les ingrédients pour que ça arrive. En se disant qu'on ne fera qu'un ou deux paris vraiment significatifs cette année, ça force à se dire « il faut que ça en vaille la peine ». Car voici un secret. Si vous ne changez rien, naturellement, les gens s'améliorent. Ils gagnent en compétences. Et donc, vous aurez généralement des augmentations de 1, 2 ou 3% chaque mois. C'est parce que vous n'avez rien changé, vous avez laissé les choses telles quelles. Ça m'a pris énormément de temps car je dis toujours oui. Je me dis « allons-y, bousculons tout ». Mais pourquoi? Car quand j'ai gagné le plus d'argent, ce n'est pas là que j'ai le plus innové. C'était quand l'entreprise était ennuyeuse et qu'on exécutait les bases encore et encore. C'est quelque chose que certains n'apprennent jamais. Honnêtement, bien des entrepreneurs ne l'apprennent jamais. Et la question difficile, le défi à relever, n'est pas la nouvelle idée que vous voulez essayer. C'est comment puis-je en faire plus une fois que j'ai déjà épuisé ma façon actuelle d'en faire plus? Donc pour moi, la règle minimale est que ça doit dépasser les 20% si je dois subir une perte de 20% garantie. C'est évident. Mais je ne sais même pas si je vais obtenir ces 20% parce qu'on doit analyser ça à travers... C'est une perspective d'investisseur. Au fait, ça s'appelle ici, d'accord? Ce qui signifie impact, c'est-à-dire l'ampleur, n'est-ce pas? La confiance et la probabilité et la facilité, ce sont les ressources nécessaires pour que nous réalisions ce projet. Le monde idéal combine un impact gigantesque, une confiance totale et la simplicité. Alors, avec une stratégie de rendement ajustée, on se dit « ça pourrait doubler l'entreprise, j'ai une confiance absolue et c'est facile ». C'est ce genre de pari que nous voulons faire. En fait, si vous savez qu'une seule action pourrait doubler le chiffre d'affaires, pourquoi en faire plus? Juste parce que vous avez ce besoin compulsif d'être occupé, de bousculer votre équipe, cela ne correspond pas forcément aux besoins de l'entreprise. Beaucoup utilisent ainsi l'entreprise pour satisfaire leur TDAH et leurs besoins de nouveauté, quand elle prospère dans la continuité. C'est très rare que vous soyez Kodak et que vous ayez besoin de vous adapter au monde numérique. C'est extrêmement rare. On ne parle jamais du gars qui dit « j'ai 3 niveaux d'adhésion et je génère 1 million de dollars par an. Comment multiplier mon trafic par 10 pour atteindre 10 millions de dollars par an ? Et une fois là, que faire pour multiplier encore mon trafic par 10 pour atteindre 100 millions de dollars par an? On ne se pose pas ces questions parce que l'une des erreurs ou des souffrances des petits entrepreneurs est que nous,
moi y compris, n'est-ce pas? Nous voyons toujours trop petit. On ne voit pas assez grand. Alors laissez-moi vous donner un exemple là-dessus, d'accord? Disons que c'est là que les gens deviennent obsédés par l'optimisation. Ils deviennent obsédés par les rendements relatifs plutôt que par les rendements absolus. Disons que vous avez une campagne marketing où vous investissez 100 $ et vous en retirez, disons, 1000 $, d'accord? C'est donc du 10 pour 1. Incroyable, non? Cool. Mais dès que vous passez à 200 $, disons que vous obtenez maintenant du 6 pour 1. Vous obtenez donc 1200 $, ce qui est assez mauvais. Vous dépensez le double pour seulement 200 $ de plus, non? La plupart diraient qu'il vaut mieux arrêter. Le maximiseur dit « On a gagné plus d'argent. Au bout du compte, on a fait 900 ici, 1000 moins 100. Ici, on en a fait 1000. C'est toujours plus. C'est ce que les gens oublient. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, on devient obsédé par ses rendements relatifs. Il y a des moments où l'on cherche des rendements relatifs très élevés. On veut un ratio valeur-vie client sur coût d'acquisition très élevé, on y reviendra. Je souligne cela globalement car je vois des gens s'enfermer dans l'optimisation pendant des années. Ma page d'inscription convertit à 30%, n'est-ce pas? C'est mon option et ils vont continuer à la tester en essayant d'arriver à 35 ou 40 ou 45%. Mais le truc, c'est que vous ne multiplierez jamais votre business par 10 ainsi. Ces 30% ils n'iront jamais à 300%. Ça n'arrivera jamais, mais vous pouvez décupler. Vos intrants, vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire plus et vous pouvez en envoyer plus. Et cela augmentera à coup sûr votre rendement, même si votre rendement relatif diminue. Si j'avais le choix entre dépenser 10 000 $ pour en gagner 100 000, soit 10 pour 1, ou dépenser 1 million de dollars pour en récupérer 2 millions, soit 2 pour 1, je choisirais d'investir 1 million pour en avoir 2, tous les jours de la semaine et 2 fois le dimanche. Pourquoi ? Parce que c'est plus, c'est toujours plus. Ce sont des rendements absolus, une production absolue quand on pense à la vôtre. Et j'en viens au business maintenant. Je veux dire, j'en ai parlé, mais là, plus concrètement, plus tactiquement, nous avons nos 4 piliers, n'est-ce pas? 4 façons d'avoir des clients. Nous avons la prospection directe. Nous avons la prospection à froid. Nous avons le contenu. Et puis nous avons le payant, n'est-ce pas? Nous avons la publicité payante. Ce sont les seules choses que vous pouvez faire. Comment en faire plus? Côté publicité, on va commencer ici. Plus peut simplement signifier plus d'argent. Cela pourrait aussi signifier plus de créativité. Cela pourrait signifier plus de plateformes. Toutes ces choses sont des versions de plus. Et donc, je vais généralement faire cela dans l'ordre inverse du risque, d'accord? En ce qui concerne le payant, je dirais que la première chose que je vais faire, c'est d'essayer d'être plus créatif. Si j'ai plus de créativité, j'ai plus de chances d'avoir plus de succès. Avec plus de succès, j'aurai un meilleur ROAS et je pourrai viser plus de marchés et de segments. Super, c'est ma priorité. Ensuite, je vais investir plus en pub. Comment passer de 100 $ par jour à 1000 $ par jour? Qu'est-ce qui me bloque? Et puis, troisièmement, si je fais l'étape 1 et l'étape 2, que je produis beaucoup plus de contenu créatif et que je dépense plus d'argent, je me dis, maintenant que j'ai cette machine pour créer 10 fois ce volume, comment faire cela dans le contexte d'Instagram? Ou comment faire ça sur TikTok ou sur X, pas vrai, sur chacune de ces plateformes? Certains d'entre vous l'ignorent, mais pour le lancement de Money Models, ce petit bijou. D'après lui, si on a pu faire 105 millions et quelques lors du lancement, c'est parce qu'on a fait énormément de publicité tout au long du processus. Pas vrai? On a fait, je crois, plus de 2000 pubs avant même le début des 6 dernières semaines. On avait mis ces 2000 pubs en réserve. 2000? Genre comptez jusqu'à 100 et faites ça 20 fois. Et si vous comptiez, vous vous diriez « Waouh, c'est vraiment barbant ». C'est le temps qu'il faut pour compter jusqu'à 2000. On a créé 2000 pubs, ce qui prend bien plus de temps que de compter jusqu'à 2000. C'est ce que les gens comprennent mal, c'est le travail nécessaire pour en faire plus. Parce que après, je peux dire, bon, j'ai 5 monteurs, ils font seulement 5 pubs par jour chacun, et ça fait 25 pubs par jour, c'est tout ce qu'on peut sortir. Eh bien, si j'arrivais à 2000 pubs, est-ce que j'aurais plus de chances d'atteindre ce gros objectif? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il s'est avéré, après calcul, qu'il fallait 15 monteurs. Et donc ça veut dire qu'on a dû en embaucher 10 de plus pour le montage. Combien ça coûte? Bien moins que 105 millions de dollars. Alors on l'a fait. On détermine ce qu'il faut pour atteindre ce gros objectif en termes de volume. Et puis, quelles sont les ressources nécessaires pour y arriver? Et ensuite, est-ce que ça en vaut la peine? Et la plupart du temps, la réponse est un oui retentissant, pas un petit oui, un énorme oui. Et alors on se demande, qu'est-ce qui nous arrête? Et la réponse est presque toujours rien. Fais-en juste plus.
Voilà comment j'attaquerai le payant sous l'angle du plus, d'accord? Côté contenu, c'est la même chose pour ce qui est de multiplier les monteurs. Maintenant, l'un des trucs intéressants quand on en fait plus, c'est que c'est tellement pénible, c'est tellement de boulot, c'est énormément de travail d'en faire plus. Mais cette douleur impose une autre contrainte. Vous allez essayer de minimiser votre travail ou du moins d'en tirer plus. Si vous avez une charge fixe, genre 100 appels ou 100 minutes de contenu, que se passe-t-il? Alors vous vous dites, il me faudrait un meilleur taux de réponse. Vous analysez donc et voyez qu'en fait, les gens décrochent plus l'après-midi ou que ça répond mieux entre 5 et 7 heures du matin. Dans ce marché précis, peu importe, en supposant que vous respectiez la loi, vous commencez à vous améliorer. Vous commencez à regarder les données. Vous vous dites, si je dois faire tout ce boulot, autant que ça en vaille la peine, non? Mais vous devez vous confronter à cette douleur, celle du manque de levier, celle de l'inefficacité. Mais vous devez persévérer, car sinon les esprits faibles, ceux qui manquent de volonté, en feront 100 pendant un jour ou deux, puis diront « je n'ai pas eu le résultat voulu ». C'est genre « bah oui, évidemment, tu n'en as pas fait assez, loin de là ». Et c'est pour ça, je pense, que les gens restent petits. Ils sont obsédés par la marge, par les rendements relatifs, par l'optimisation. Mais parfois, il faut juste abattre une quantité de travail violente et déraisonnable pendant une longue période. Parce qu'une partie du volume, c'est la régularité qui va avec. On ne pouvait pas créer 2000 pubs en un jour. On devait en faire 25 ou 50 et on devait le faire chaque jour pendant des centaines de jours d'affilée. Pour en arriver au point d'en faire 2000, pas vrai? Et ça, c'était avant de commencer. Fini à 3000, 2800. On a fait 2800 pubs, mais on se dit « mince, je n'arrive pas à passer un certain cap. Tu n'en as pas assez. » Nous avons fini par dépenser la somme de 500 000 € par jour chaque jour, à la fin du lancement. Et on atteint ce niveau d'échelle qu'avec un volume d'entrée totalement équivalent. C'est sûrement mon histoire de volume préférée car c'était très concret. J'ai payé quelqu'un de bien plus influent que moi à l'époque en termes de contenu. Et je lui ai demandé « et tu sais, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et il m'a dit « ouvre ton profil LinkedIn. » Et j'ai dit « d'accord ». Il m'a dit « ouvre mon LinkedIn ». Et il avait publié 10 posts ce jour-là. Moi, j'en avais fait un. Il m'a dit « ouvre ton Instagram ». Il en avait fait 3. J'en avais fait aucun. Puis il dit « ouvre YouTube ». Ouvre mon YouTube. Après quelques essais, j'ai compris. Il m'en faut juste beaucoup plus. Il m'a dit « ouais mec, genre beaucoup plus ». Souvent, nous, les humains, on pense devoir en faire 2 fois plus. Je dois en faire 3 fois plus. On n'imagine pas ce que ça signifie d'en faire 100 fois plus. Ou même 1000 fois plus. Mais si ton intention est de battre chaque putain d'humain dans cette arène à mort, ne voudrais-tu pas dissiper le moindre doute? Tu ne voudrais pas être putain de certain que tu vas gagner? Parce que voilà le truc. Si tu vois quelqu'un devant toi, beaucoup de gens se braquent. Ils voient quelqu'un devant eux et le critiquent, car ça les complexe. Je vous encourage vivement à ne pas faire ça. Si quelqu'un réussit mieux que toi, il est meilleur que toi d'une façon. Et grâce à ça, tu peux apprendre d'eux. C'est vrai. Donc, si tu veux battre quelqu'un qui réussit mieux, regarde son volume. Disons que quelqu'un fait 3 fois le volume que tu vois, ok? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais 3 fois ce volume? Non, parce que là, tu ne fais que l'égaler. Tu dois en faire 10, 20 ou 30 fois plus, car il fait aussi des choses invisibles. Tu ne juges que sur le volume que tu peux voir. Pour ne laisser aucun doute, si je travaille autant que lui, je serai toujours derrière. Donc je dois travailler plus pour le rattraper. Mais ce n'est que basé sur ce que je vois. Je dois en faire encore plus pour compenser ce que je ne vois pas. Alors pose-toi la question. Si je savais, sans l'ombre d'un doute, qu'en faisant 100 fois plus, j'atteindrais mes objectifs. Alors je demanderais « super, de quelles ressources ai-je besoin ?» Et ensuite, est-ce que ça en vaut la peine? Et si la réponse est oui, qu'est-ce qui t'arrête?